Bonjour à toutes et tous, je suis très content de cette invitation qui me flatte d'avoir été donc sollicité pour venir discuter avec vous effectivement d'un sujet qui m'occupe. Il se fait que, juste très rapidement, ma trajectoire à moi, c'est que je viens de l'économie justement, je viens de la science économique et c'est un hasard de la vie qui m'a fait croiser l'ergonomie, dont je ne savais rien quand je l'ai rencontré, dans la personne de Pierre Casamian, qui, au moment où ça s'est fait, c'est-à-dire en 72, au moment où se crée le centre d'éducation permanente dans les universités, donc à Paris 1 évidemment, montait le département, et c'est par le truchement de mon directeur de thèse en sciences économiques que je l'ai rencontré et que je l'ai rejoint aussi sec dans la création du département d'ergonomie à Paris 1. J'étais donc là du départ avec lui, j'ai appris l'ergonomie en même temps qu'elle commençait à s'enseigner, c'est une façon un peu particulière. Dans les sociétés, ça s'appelle la clause des grands-pères, celle qui permet d'être reconnu comme d'un niveau, d'un diplôme qui n'existait pas et donc qu'on vous accorde par le fait que c'est vous qui l'avez créé. Et donc c'est une clause qui est assez, évidemment, elle ne se reconduit pas tout le temps, donc c'est un privilège que d'avoir hérité de la clause des grands-pères. Évidemment, ça a ses faiblesses, c'est-à-dire que le parcours il se fait en marchant. Mais bon, ça en vaut d'autres. Et ce qu'il y a, c'est que, évidemment, depuis le départ, moi, la chose qui m'a occupé, c'était de faire le lien entre d'où je venais, donc de la théorie économique, et où j'entrais, c'est-à-dire l'ergonomie. À un moment où ça ne se parlait pas beaucoup, ces deux espaces-là. Et on avait un peu une manière de frontière entre l'aspect et l'approche économique du travail, et puis une approche de type ergonomique, et ça se jointait que dans les négociations ou dans les rencontres entre acteurs, mais pas comme sujet en soi. Finalement, moi, mon thème de recherche, d'enseignement, de développement a été d'essayer d'approfondir cet endroit où les valeurs humaines de l'action se transforment en valeurs économiques de production. Ce phénomène de la bascule qui est l'endroit même donc d'une rencontre. Et comprendre un peu qu'est-ce qui se jouait aux deux bouts, aux deux côtés, et puis dans le principe de rencontre. Et pour moi, ça a été l'enjeu même d'une réflexion sur la question de l'intervention, puisque l'intervention, c'est précisément la question de cette bascule. Sinon, on reste bord à bord, mais il ne se passe rien, il n'y a pas de rencontre. L'intervention, c'est la rencontre, et donc l'émergence de quelque chose qui n'existait ni chez l'un ni chez l'autre, mais qui est l'effet, justement, de ce moment, de ce processus peu énigmatique, qui est la rencontre. Alors, ce n'est pas mon thème d'aujourd'hui, mais bon, on le croisera quand même parce que ça inspire l'essentiel de mon propos. Alors, Fabien, Geoffrey, je pense, mais c'est Fabien qui s'est fait le messager de ça, m'a demandé donc d'essayer de prendre la question à partir de la dimension de la crise économique et donc de dire comment on pense ça chez nous. En quoi la question de la crise fait-elle, son premier titre, fait-elle ressource, une occasion, ou est-ce qu'au contraire elle déclasse définitivement les prétentions des ergonomes à faire quoi que ce soit, l'urgence, les enjeux, l'actualité se jouant ailleurs. C'est trop tard ou trop tôt, enfin on ne serait pas dans le rythme, c'est pas au calendrier, quoi. C'est ce qu'on peut craindre, et après tout, faut bien admettre que l'actualité professionnelle des ergonomes n'est pas forcément rose. Je dirais, elle n'est pas rose pour beaucoup de monde, mais et ça pourrait alimenter bien l'idée que on tient quelque chose qui n'est pas dans l'époque, quoi, qui est pas dans le coup. Ou au contraire, est-ce que ce ne serait pas sinon une opportunité? C'est pour ça que j'ai changé plutôt de titre. C'est un enjeu. Et c'est ce que je vais tenir, c'est l'idée que il y a dans la question de la crise une vraie dimension qui interpelle l'ergonomie, plus largement qu'elle d'ailleurs, hein, mais enfin, moi je parle de là, qui interpelle l'ergonomie, qui est un vrai rendez-vous professionnel, scientifique,
moral, politique, sur lequel se joue sa légitimité. Et on peut penser que, je pousse le trait exprès, mais c'est une façon aussi de proposer le cadre d'une discussion qu'on aura, que si elle ne tient pas le rendez-vous, ben, elle tombe, quoi. Elle n'a pas de raison d'être. Elle n'est pas dans l'histoire, et c'est quand même dans l'histoire que se justifient les affaires. Donc je vais essayer de développer cette idée-là. Et puis évidemment, vous l'entendez bien, ce n'est pas quelque chose qui procède d'une posture ex cathedra. Hein. Voilà, j'aventure une façon d'y aller, une manière de voir, une position, une expérience aussi un peu. Et ça n'a de valeur que dans sa capacité à faire écho chez vous d'une façon qui va générer, je l'espère, voilà, des réactions, des questions, des disputes, comme on aime en avoir. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Quelquefois, on le dit plus qu'on en a. Alors, le point de fond, finalement, l'idée de base, c'est ça, c'est que la compréhension de la place du travail dans les processus de création de valeur est un enjeu de sortie de crise. Je commencerai par l'idée que la crise qu'on appelle la financiarisation, la crise économique, la crise de gestion, de mon point de vue, elle ne précède pas les questions qu'on retrouve dans le travail. Autrement dit, les ergonomes ne sont pas dans des situations de crise à cause de la crise. Pour être plus exact, l'idée, ce sera de dire que les problèmes qu'on rencontre dans le travail et dans le travail d'intervention sur le travail ne sont pas des conséquences de la financiarisation, c'est l'inverse. On va soutenir l'idée que la financiarisation, les évolutions de l'organisation sont des effets d'une crise des disciplines comme les nôtres qui n'ont pas pu rendre compte de la dynamique du travail. Et que c'est dans ce déficit de description et de compréhension de la dynamique du travail que la gestion est venue occuper un terrain vide, que la finance est venue produire un discours qui manquait, et que c'est donc dans ce creux que ça s'est produit, qui ensuite évidemment pose des questions aux disciplines du travail. Mais l'enjeu de ça, c'est de dire quoi? C'est de dire que notre rôle à nous, c'est bien de réinvestir la question de la description et de la compréhension de la place du travail dans la création de valeur pour offrir des alternatives, offrir des points de bifurcation aux évolutions de l'organisation, de la gestion et des dynamiques de financiarisation. C'est ça ma thèse. Alors, ce n'est pas ma thèse à titre simplement personnel, c'est un point qu'on développe de manière très active, notamment dans le dispositif qu'on a créé avec d'autres chercheurs et d'autres consultants, qui s'appelle Athémis, sur laquelle je reviendrai peut-être. Mais c'est exactement le titre au nom duquel on intervient dans les organisations aujourd'hui. Voilà, je vais essayer de donner un contenu et un peu de sens à ce qui peut au départ, peut-être, paraître un peu sibyllin, en tout cas contre-intuitif. L'idée effectivement dominante, c'est plutôt que ce qu'on entend partout. Hein. On hérite d'une crise dont on serait victime, donc on est dans la position de la plainte, et on attend que ça s'arrange pour qu'on revienne aux affaires. Et entre-temps, on essaie avec nos petits points d'empêcher que ça ne s'aggrave pas. Alors je ne dis pas que ce ne soit pas vrai ça, puisque à la sortie, c'est bien ça qui se passe. Mais c'est quand même pas un détail si la raison pour laquelle ça se passe, on y a un rôle. Que pas. Et l'idée, c'est qu'on y a un rôle. Alors, ce n'est pas l'idée de se battre la coupe ici, d'engager des sacrifices ridicules, hein, mais ça veut dire que les disciplines du travail, dont l'ergonomie, n'ont pas pu, alors là-dessus, on peut discuter, hein, et ça, c'est pas... Il y a des raisons. Mais n'ont pas pu occuper ce qui était, a priori, leur rôle, ce qu'elles revendiquaient comme tel, d'ailleurs, à savoir la compréhension et la description de la façon dont le travail contribue à créer de la valeur.
et que c'est faute de l'avoir rendu assez visible, accessible, que dans ce vide, eh bien, c'est engouffré d'autres façons de procéder qui enjambent la question du travail, qu'il ne comprend pas, pour faire sans avoir à le comprendre, et donc sans lui. Moyennant quoi, évidemment, à la sortie, on récupère des situations dans lesquelles le travail est en mauvaise posture, et donc on a à reconquérir des compréhensions du fait, encore une fois, de ce processus. C'est ça le point de fin. Alors, donc l'idée de base, effectivement, c'est de poser ceci, c'est que la crise du travail précède la financiarisation ou ce qu'on appelle la crise économique. Et celle-ci vient du fait que... Attendez, je ne vais pas dans mon sens, donc il ne faut pas que je me gourre, moi. D'accord. La base de ça, c'est qu'il y a, du fait, je vais y revenir, hein, de la montée de la dynamique du service dans l'organisation, dans l'économie, une lisibilité de plus en plus compliquée de la contribution du travail à la création de valeur. Plus l'activité devient immatérielle, servicielle, plus on a de mal à rendre compte, à rendre visible, ce qui justement par le fait d'être immatériel n'est pas visible, n'est pas tangible, à rendre compte, donc à révéler la façon dont le travail crée de la valeur, la difficulté d'évaluer le travail, qui devient beaucoup plus compliqué que dans le système industriel, et la question du soutien au développement de la ressource que constitue le travail dans ses différentes dimensions que sont la confiance, la coopération, la santé, la réputation, le crédit, des dimensions qui sont centrales à l'économie du service et qui posent de véritables difficultés gestionnaires d'évaluation, d'appréciation, et dans lesquelles la capacité des disciplines du travail à justement donner accès à ce qui s'y passe dans cet invisible est centrale. S'il n'y arrive pas, que dans cette difficulté, il faut bien que les choses se passent quand même, et à ce moment-là, il y a une logique gestionnaire qui se met en place pour rendre compte des choses d'une façon qui enjambe la dimension du travail. Le point sur lequel je reviendrai, mais que je pointe tout de suite, c'est que ce qui caractérise l'économie du service, du point de vue qui nous occupe, c'est que ça fait exploser les problématiques de la prescription. Au premier rang de ceci, il y a le fait que dans le service, il y a un prescripteur qui s'invite, c'est le bénéficiaire. De sorte que la prescription du travail échappe à la seule autorité de la prescription hiérarchique, autrement dit, déborde l'espace de légitimité de l'entreprise à prescrire ce qui doit être, par le fait que le service étant coproduit, le bénéficiaire est prescripteur de ce qu'il achète, et il est donc une source de prescription qui rentre en tension avec les prescriptions classiques, on va dire, du bureau des méthodes, de la hiérarchie d'entreprise. Et que cette évolution des sources de la prescription pose à la description de l'activité des questions assez redoutables parce que justement le prescrit échappe aux modalités habituelles de description du prescrit. Et deuxièmement, c'est un point très important aussi, c'est qu'il y a une évolution dans les sources de l'innovation. Pour le dire rapidement, mais on y reviendra évidemment si vous le souhaitez, l'idée c'est que dans l'économie industrielle, les sources de l'innovation sont toujours techniques. Et on demande ensuite à l'organisation de traduire dans les dynamiques de travail les conséquences d'une innovation qui s'est d'abord pensée dans le produit. Plus on va du côté du service, et plus justement ce qui caractérise le service, c'est qu'il est coproduit, plus c'est du côté de l'activité même de production, et non pas dans le produit final, que se joue une des sources de l'innovation. Alors évidemment, il y a des soutiens techniques à ça. Et l'innovation économique se désindexe de l'innovation technique. Et ça fait évidemment une grande révolution, une grande rupture dans les processus d'innovation des organisations qui jusqu'à récemment étaient essentiellement calés et inspirés par des dispositifs techniques. Ça reste vrai, on voit le discours ambiant est constamment en train de reprendre
le potentiel d'innovation qui se tient dans la technique et sous-estime complètement à la fois les conditions d'organisation qui feront que ce sera réellement innovant, et deuxièmement, les sources d'innovation qui se jouent dans les capacités du rendre service, qui certes mobilise de la technique, mais qui produit de l'innovation très au-delà. Et tout ceci amène une troisième dimension, c'est que le management, dans cette affaire, est convoqué par une nécessité, alors qu'il le suit ou pas, mais par une nécessité de dépasser la modalité du seul management du résultat, qui est le principe classique, pour être plus sollicité sur la question du management de la ressource. Autrement dit, il y a une responsabilité managériale qui monte dans la manière dont il sollicite la ressource et pas simplement dans la manière dont il produit du résultat. Là encore, c'est lié au service, en ayant en tête que la qualité dans le service est tout autant dans la manière de le rendre que dans le fait de l'avoir rendu. Autrement dit, le processus est en lui-même un enjeu de qualité et pas simplement le résultat. Et donc ce processus engage des ressources, et donc c'est l'attention aux ressources, c'est toute la question de la coopération, de la confiance, de l'écoute, de l'intercompréhension, de l'intersubjectivité comme dynamique de la valeur, qui sont au cœur des discussions qui produisent les RPS, ou les manques de discussion qui produisent les RPS, justement, sur ce que veut dire faire bien. Et ce que veut dire faire bien, ce n'est pas simplement avoir fait, mais c'est bien faire, c'est-à-dire dans une activité, et pas simplement dans un résultat, qui oblige à regarder la manière, et pas simplement le produit, et donc attire le management vers une manière de la présence auprès de l'activité, et pas simplement dans le reporting a posteriori. Ce déplacement, sur le papier, tout le monde l'entend, dans la réalité des organisations, c'est plus dur, et c'est à cause de ça que les tensions montent, notamment sur le management lui-même, pris dans une difficulté qui lui est propre. La deuxième chose qui nous intéresse dans cette affaire d'une crise du travail qui précède la financiarisation, c'est qu'il y a donc une crise de la description gestionnaire et financière, et celle-ci devient un facteur de charge. On pourrait dire qu'il y a une certaine indéfinition économique du travail. On a beaucoup de mal à dire ce qu'il vaut, c'est-à-dire à évaluer la qualité produite par le travail, puisque précisément, comme il est coproduit, la présence du bénéficiaire dans la création de valeur rend plus difficile une distinction analytique entre ce qui reviendrait à l'agent et ce qui reviendrait au bénéficiaire, c'est en fait ce qui revient à leur relation. Mais la question de ce que vaut le travail est devenue beaucoup plus compliquée. Aujourd'hui, les organisations sont en grande difficulté sur les questions de l'évaluation. C'est pointé partout, et notamment à travers le procès légitime qui est fait à des procédés d'évaluation individuelle ou individualisante d'un travail qui ne produit que collectivement et dans la coopération. Donc il y a un problème de ce qu'il vaut qui s'adosse à une difficulté de savoir ce qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'il y a une certaine indéfinition organisationnelle. La pluralité ou la multiplication des sources de la prescription complique la lisibilité de ce qui est à faire, de ce qui est donc demandé, qui rencontre une certaine indéfinition. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est de faire comprendre que l'indéfinition économique sur ce qu'il faut faire et l'indéfinition organisationnelle sur ce qu'il faut faire entretient une dynamique de charge de travail. Cette dynamique de charge, aujourd'hui, elle a une traduction, je crois très intéressante à avoir en tête, autour de la problématique de la pénibilité. Alors la pénibilité a pris une forme formelle, si je puis dire, assez réductrice, on est bien d'accord, mais en même temps, enfin moi ce que j'observe, c'est que c'est le loup dans la bergerie, c'est-à-dire que cette notion, quand elle rentre dans les organisations encadrées par les dispositifs juridiques, elle les déborde. Et on se trouve de plus en plus, et c'est toute la thématique en fait des RPS qui rebondit là,
dans des situations où les gens se plaignent que c'est pénible, sans qu'il n'y ait pas, sans qu'on ait la possibilité d'accéder à des facteurs de description qui objectivent la pénibilité. Et là, je crois que c'est intéressant de rejoindre ce mot pénible, de le rejoindre par une expression qui est dans le circuit populaire de tout le monde. C'est pénible quand ça ne vaut pas la peine. Autrement dit, l'expression intéressante, c'est ce qui vaut la peine. L'enjeu, ce n'est pas qu'il y ait de la peine, c'est que ça vaille de la peine. Et donc, il y a un décrochage du niveau de la peine qui en elle-même devient second. Alors, fais attention parce que ça peut quand même atteindre des niveaux tels qu'il faudra peut-être faire gaffe parce que ça peut en cuire. Y compris, on peut en mourir, pourquoi pas. Donc, c'est pas rien. Mais la question de la pénibilité, c'est pas la peine, c'est ce qu'elle vaut. Autrement dit, c'est la valeur. C'est-à-dire la question du sens qui s'attache à une peine qu'on peut tout à fait consentir si du sens, voilà, la soutient. Et quand ça ne vaut pas la peine, c'est pénible, même s'il y a peu de peine. Et donc on va se trouver dans des situations paradoxales où la peine est apparemment assez élevée. Et par exemple, les médecins du travail, ou les préventeurs, ou les psychomachins, ou les ergonomes, s'ils sont trop attentifs qu'à cet aspect-là, vont pointer le fait qu'il faut s'inquiéter d'une situation dont les gens ne se plaignent pas. Parce que la peine qui est pointée, et qui est probablement juste, elle la vaut. Et par contre, inversement, ils vont se plaindre beaucoup d'endroits où si on s'amène avec ses sonomètres, ses luxmètres, ses balances divers pour peser la charge, on ne trouve rien. Et là, soit on disqualifie la parole de ceux qui se plaignent, ils se plaignent de rien. Tout le temps à se plaindre. C'est toujours les mêmes qui râlent. Là, vous avez l'alimentation de la pompe, on est dans une espèce de... Voilà, de la chanson de la plainte. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est facile de la brancher, on va trouver vite fait des airs. Hein. Ou bien, il faut comprendre que ce qui est souligné là, ce n'est pas la peine, c'est la valeur. C'est-à-dire la déliquescence du sens, le caractère imbécile de ce qu'on fait, le sentiment que ça rime à rien, que le travail s'enfuit, il est parti. C'est pas du boulot. Toutes ces pathologisations du travail qui vont rendre les gens malades. Alors ce point-là, ça c'est chaud ça. Parce qu'on voit bien qu'on a affaire à des situations où des gens comme nous, c'est pas sur la base d'une scientificité très pointue dans la métrologie de dimensions bien identifiées et agissant dans un dispositif de type dose-effet, qui est le cœur finalement du métier de la prévention, de la médecine du travail et de l'ergonomie en partie. Là, on ne trouvera pas grand-chose. C'est dans la dynamique de l'activité, et je vais y venir, dans le mode d'engagement de la subjectivité dans l'activité, qu'on se donne le moyen de comprendre des expressions qui sinon sont déclassées. Donc là, la responsabilité politique, professionnelle, morale, scientifique, c'est soit on relève cette phrase, on l'écoute, et on se dit qu'est-ce que ça dit ça, ou bien faute que ça réponde dans le dispositif de mesures qui pourraient le décrire, on dit c'est rien du tout, et on passe à autre chose. Là, il y a un vrai rendez-vous qui est un enjeu avec les syndicats, avec les directions, avec les autres disciplines du travail, et c'est un enjeu de sortie de crise que de comprendre ça. Donc moi, je tiens à la question de la pénibilité comme un rendez-vous stratégique, dès lors que précisément, au-delà de la forme dans laquelle aujourd'hui cette question est construite, hein, qui est évidemment une forme très réductrice, il y a quand même quelque chose qui se met en mouvement et qui ne peut pas s'arrêter. Et qu'il est extrêmement intéressant de saisir, et qui devient un enjeu de management. Deuxième idée, c'est qu'on est aussi dans des moments où la distinction entre travail, emploi, activité est essentielle à faire. Le mot travail, dans le langage courant, dans le langage de chacun, couvre tout. On a un travail, on fait un travail, et on ne va pas s'ériger en police du vocabulaire et à pointer à chaque fois que les gens prennent le mot qu'ils n'emploient pas le bon. C'est idiot.
Donc le mot commun, c'est travail. Mais l'organisation conceptuelle de nos disciplines a appris à distinguer sous le mot travail deux significations, deux réalités qui sont jointes en partie, mais qui ne se confondent pas. L'une, c'est l'emploi, et l'autre, c'est l'activité. Et c'est très important cette différence parce qu'on observe, notamment, je reviens sur les risques psychosociaux, que c'est plutôt dans les organisations où il y a une certaine sécurité de l'emploi, en tout cas une plus grande sécurité de l'emploi que dans les autres, qu'on voit exploser les risques psychosociaux. Et alors on rencontre des directions qui ne comprennent rien à ça. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? On a des gens qui sont protégés, s'ils allaient dehors, ce ne serait pas la même chanson, et ils ajoutent, et nous, ça nous prend une énergie folle que de maintenir cette protection. Ils sont constamment sollicités pour casser ça. Et dans beaucoup de grosses boîtes qui sont issues du service public ou qui sont encore, moi je rencontre des gens qui sont attachés à la possibilité de tenir ça. Mais pour qui c'est un vrai boulot de le faire. Et qui se voient opposer des situations qui émergent comme des condamnations de ce qu'ils font. Comme quelque chose qui méconnaît ce qu'ils font. Ils se sentent injustement traités. On en a vu des caricatures dans la façon même dont les gens l'ont perçu. France Télécom, par exemple. Mais ce qui est intéressant, pour le coup, c'est que nous, on a à rendre compte du fait qu'on peut tout à fait être dans des situations où une certaine sécurité de l'emploi se maintient et où pourtant une insécurisation de l'activité se développe. Et que donc, il n'y a pas de... ce n'est pas aberrant, c'est compréhensible. Et ça passe donc par une capacité à conceptuellement distinguer emploi et activité dans la rubrique du travail. Et que cette différence est essentielle. Là aussi, c'est un enjeu. Dans la discussion avec les syndicats, pour qui ça ne va pas de soi de faire cette différence, ils l'aperçoivent de plus en plus, évidemment, mais ce n'est pas simple de la traduire. Avec les directions, qui ne comprennent pas mieux, pour d'autres raisons, mais pas mieux. Et je dirais, pour l'essentiel, avec toutes les disciplines du travail, qui ne sont pas des disciplines de l'activité, mais plutôt des disciplines de l'emploi. Commencer par les économistes. Et donc, on a bien là un travail, nous, à faire, qui est à la fois du côté théorique, professionnel et politique. Et c'est un des enjeux d'une dynamique qu'on a essayé qu'on a mis en place alors, à partir d'Artémis, autour d'une association qui s'appelle Travail et Politique, justement, où il s'agit de faire remonter cette question-là. Ce point, pour moi, est très important, apprendre à faire cette distinction entre emploi et travail, et à ne pas confondre sécurité de l'emploi, qui peut être plus ou moins préservée, et sécurité de l'activité, qui peut être au contraire, elle, très menacée. Alors, évidemment, quand il y a une insécurité de l'emploi, il est assez évident qu'on aura du mal à avoir une sécurité de l'activité. Mais c'est par rapport à une entrée qui est contre-intuitive, que les gens ne comprennent pas, qu'il faut pouvoir rendre compte de cette distinction qui est donc très essentielle. Vous voyez bien que si je pense aux hôpitaux, aux administrations, l'éducation, enfin, puis si je vais à la Poste, si je vais encore à France Télécom, ou des grosses boutiques comme ça, ou à l'aéroport de Paris, c'est-à-dire des entreprises qui sont dans une histoire, qui restent vives, même s'ils ont changé de statut, et où la question de l'emploi a conservé un statut qui les distingue, je dirais, des entreprises du CAC 40 par ailleurs. On a affaire à des directions qui sont complètement désarmées par rapport à cette affaire-là. Or, elle explose chez eux, comme ailleurs. Enfin, le troisième point dans cette approche-là, c'est de dire que dans l'économie du service, les dimensions immatérielles, ce qu'on appelle les ressources immatérielles. Les ressources immatérielles, c'est la pertinence, c'est la compétence, c'est la confiance, c'est la coopération, c'est la santé. Ce sont des dimensions qui ont une qualité de ressources contre-intuitive.
Parce que toutes les autres ressources en gestion ne peuvent que se dégrader dans l'usage. Elles se consomment. Et la responsabilité de gestion, c'est d'en faire un usage économe. C'est l'enjeu de la productivité, d'ailleurs, de mesurer ça. De faire un usage économe d'une ressource rare, mais qu'on ne peut pas ne pas dégrader dans l'usage. Les ressources immatérielles ont une caractéristique qui change complètement la donne. Celle dont je parle, pertinence, confiance, c'est qu'elles peuvent s'augmenter dans l'usage. Elles peuvent se perdre, mais elles peuvent s'augmenter. Ça veut dire que la responsabilité de gestion n'est pas simplement une responsabilité qui doit faire qu'on en fasse un usage économe pour ne pas la dégrader, ou le moins possible, mais qui a une responsabilité d'augmentation de la ressource. Autrement dit, il y a une manière de solliciter la confiance qui peut augmenter la confiance. Il y a une manière de solliciter la coopération qui peut augmenter la coopération. Il y a une manière de solliciter la santé qui peut augmenter la santé. Et que ça devient une responsabilité de gestion, je dis bien de gestion, ce n'est pas de la morale. Ce n'est pas une responsabilité sociale directement, c'est d'abord une responsabilité de gestion. C'est donc un problème de gestion, à l'intérieur de la gestion. Ce n'est pas un problème qu'on vient poser à la gestion, c'est un problème qu'elle a et auquel il s'agit de savoir si nous, on sait y faire écho dans son propre propos et d'une façon qui, évidemment, dévie, fait bouger la gestion elle-même dans ses équilibres relatifs. C'est l'enjeu de sortie de crise. Simplement, ça renvoie donc à la capacité, la nôtre, de nos disciplines, des sciences du travail, de rendre compte comment la pertinence, la compétence, la confiance, tout ça, ont un effet de performance. Et incidemment, comment le service est efficace du fait d'une dynamique de la coopération, d'une dynamique de la confiance, d'une dynamique de la pertinence, qui, si elle n'est pas acquise, fait que ce n'est pas efficace. Et aussi bien en termes économiques, avec des effets de coût, qu'en termes potentiels de santé, par le fait que les gens ne s'y retrouvent pas. Et c'est là que émerge donc, autour de la question de la relation subjectivité, qui apparaît ici. Santé, activité, pour moi c'est triangle d'or à ce moment-là, hein, c'est ça notre boulot. Rendre compte de la manière dont ça circule entre ces trois concepts. Et la difficulté qu'on a à en rendre compte, c'est la raison pour laquelle, alors, il ne faut pas espérer que, si nous, on n'est pas foutus, de donner un peu de sens, j'allais dire de matière, à ce qui se trame là, il n'y a aucune chance que les autres y arrivent. Parce qu'on est assez payé pour savoir que ce n'est pas facile si on n'y arrive pas. Il ne faut pas imaginer que les autres vont le découvrir comme ça, comme par enchantement, ou alors c'est vraiment des nuls. Donc c'est pas simple, mais c'est ça notre rendez-vous intellectuel, professionnel, moral, politique, tout ce qu'on voudra. Ce qui fait qu'on est là, je pense. Et je pense que ce rendez-vous, je le pointe, parce qu'en ergonomie, il n'est pas facile à tenir, et il n'est pas, dans beaucoup de cas, tenu, et pour une partie d'ailleurs, il n'est pas souhaité par certains de le tenir même. C'est pas comme ça qu'il est posé. Donc c'est la question de la relation entre la subjectivité et l'activité, c'est-à-dire la question de la place de la subjectivité dans l'activité. Regardez autour de vous. Il n'y a pas beaucoup de disciplines, et dans les disciplines, il n'y a pas beaucoup d'écoles, et dans les écoles, il n'y a pas beaucoup de lieux où la question de la relation de la subjectivité à l'activité est saisie en direct. Est saisie comme, voilà, la porte d'entrée. Deuxièmement, c'est la question de l'activité dans la performance, c'est-à-dire la contribution du travail au résultat. Là aussi, on peut dire que nous souffrons dans nos disciplines d'une manière un peu peureuse dans ces affaires-là. On postule que l'activité c'est efficace, mais on ne donne pas beaucoup à voir la manière dont elle l'est. Et je répète que si ce n'est pas nous qui le faisons, on ne voit pas bien comment les sciences de gestion pourraient s'en sortir parce qu'elles n'ont pas les éléments de description qui permettent d'en comprendre. Donc on a une responsabilité, et je reviens, c'est parce que cette responsabilité, on n'a pas pu la tenir comme il aurait fallu. Encore une fois, c'est pas... on ne va pas se mettre au bûcher là-dessus, voilà, c'est un rappel à l'ordre. Que dans ce désert, ça s'engouffre,
Et donc, ça décrit autrement, ça dit autre chose. Et évidemment, cette autre chose fait offense à ce qu'on voudrait dire, mais qu'on n'a pas dit, pas assez. Ou pas tout à fait. Et ceci est un enjeu, j'insiste, tout autant du côté de la santé que du côté de l'efficacité. Et c'est d'ailleurs parce que c'est un enjeu des deux côtés que de l'ergonomie il y a. Car c'est bien ça, son affaire à elle. Car beaucoup, en général, dans les autres enjeux pour les autres disciplines du travail, il est soit dans l'un, soit dans l'autre, pas tellement dans la manière dont les deux entrent en rapport. C'est ça que l'ergonomie tient en propre. Alors, je l'ai déjà évoqué, donc ça me permet d'accélérer. Je te délègue la responsabilité de sonner les cloches, parce que je suis atteint de diarrhée verbale, moi, donc j'ai du mal à m'arrêter si on ne me fait pas des signes. Donc, la question, je l'évoquais, il y a des sources de prescription qui ont changé, donc je les ai évoquées, je vais revenir un peu plus vite. Donc, ce qui caractérise le service, c'est qu'il y a une incertitude beaucoup plus grande sur les conditions de réalisation de l'activité, parce que comme c'est coproduit, le prescripteur hiérarchique n'a pas la main sur la définition des conditions dans lesquelles ça va se passer. Il n'a pas la maîtrise de ça. Alors, sur une ligne de fabrication automobile, il a, en tout cas sur le papier, il a la main, puisque c'est chez lui. Donc, théoriquement, il peut dire à toute chose égale par ailleurs qu'il y a un peu de sens. Ça se discute, mais enfin, disons que c'est un peu de temps. Dans le service, de toute chose égale par ailleurs, c'est une bêtise. Parce que ça veut dire, le client n'étant pas là. Alors, si je fais du service, le client n'étant pas là, c'est pas un service. Parce que justement, le service n'existe que si le client est là, parce que le service n'existe que pour celui à qui il est rendu. Et comme il se fait que c'est avec lui qu'il est rendu, car plus le service est savant, plus le bénéficiaire entre dans la fonction de production, voire dans la définition et la conception, plus il y a une hétérogénéisation de la fonction de production, de la fonction économique, qui échappe en partie au contrôle et à la maîtrise du pilotage hiérarchique. Et il y a donc une incertitude qui devient stratégique à admettre dans les conditions de réalisation de l'activité. Donc la prescription devient extrêmement, beaucoup plus compliquée. C'est pas qu'il n'y en a plus, mais beaucoup plus complexe. Et deuxièmement, ça se met en boucle avec une autre dimension qui est propre au service, c'est que la qualité échappe à une possibilité de description stable. Je reviens à l'automobile, puisque c'est un peu le référent automatique, puisque on est dans des pays qui sont construits par l'automobile, autour de l'automobile, et qui peut-être d'ailleurs sont à cause de ça un peu en difficulté. Il y a un modèle, quoi. C'est pas simplement l'objet. Mais disons que dans l'automobile, on peut dire ce que c'est qu'une voiture et sa qualité. Les qualités de la voiture sont des critères stables. Non pas que c'est facile de le faire, mais les critères qui décrivent la qualité sont stabilisés. Dans le service, c'est impossible. Parce que les critères de la qualité participent d'une relation qui n'est pas stable. De sorte que la possibilité de dire d'avance ce que veut dire bien faire entre en tension avec la réalité même de l'activité de faire bien. C'est la source justement de toutes les incompréhensions et les remords, reproches, récriminations et autres dans le dispositif d'évaluation qui, s'il n'accède pas à ça, rate. Et donc on a ici, j'insiste, ce n'est pas un problème d'ergonomie au départ, hein, c'est une question d'organisation économique. On renvoie sur ce que j'ai appelé tout à l'heure une certaine indéfinition économique et une certaine indéfinition organisationnelle. Dans le service, c'est central cette affaire. Deuxièmement, j'en reviens donc à ce qu'on évoquait tout à l'heure, le caractère immatériel de la production. C'est-à-dire que les dimensions, alors évidemment, ça mobilise les dimensions matérielles, on utilise des ordinateurs et des choses comme ça, mais le service en lui-même relève d'une dynamique immatérielle, c'est-à-dire son caractère non tangible, qui pose des questions très simples. C'est comme c'est pas tangible, ça se voit pas. Donc on a un problème de révélation. Et deuxièmement, ça se mesure pas. C'est-à-dire qu'on peut ni le dénombrer, ni le mesurer. Donc on a un problème d'évaluation. Et quand vous avez à la fois un problème de révélation et un problème d'évaluation, vous avez un sérieux problème de management. Parce que tous les dispositifs en place de gouvernance, comme on dit, de la fonction productive, sont renvoyés à des conditions
de visibilité et de stabilité et de dénombrement, qui justement sont en crise dans le service. D'où d'ailleurs une logique de compensation dans l'économie du service à essayer d'industrialiser le service, c'est-à-dire de retrouver des conditions de matérialisation, c'est-à-dire des standards, de stabilisation et de dénombrement. C'est une dimension de la prestation de service, mais qui n'épuise pas la question du service, qui relève encore, toujours aussi, de ce qu'on appelle la relation de service. Et donc en fait, sous couvert du service, on a deux dimensions qui vont se mettre en même temps, qui sont hétérogènes l'une à l'autre, la prestation et la relation. Évidemment, pour des gens qui font du conseil, c'est le problème. La dynamique économique du marché et du conseil, c'est d'aller vers la prestation. Et donc, on voit les cabinets se battre sur des méthodos. Généralement, c'est assez nul, hein, mais enfin, c'est-à-dire, c'est 1, 2, 3, 3, 2, 3, 1. Ah, tiens, il en manque un, j'en mets un, et combien ça coûte? C'est-à-dire, on ramène l'intervention à un dispositif industrialisé, ce qui suppose qu'il est standardisé et qu'il agit donc sur des dimensions stabilisées, qui les remet dans le métier de l'ingénierie. Et donc, on fait l'intervention comme on fait des ponts. Sur les risques psychosociaux, ça ne marche pas bien. Mais c'est quand même ça la tendance des directions des achats, c'est de demander qu'on réponde comme ça. Et l'autre dimension, c'est celle de la relation de service. Et le modèle économique de la relation de service, c'est autre chose. C'est beaucoup plus compliqué. Donc ces affaires-là, que nous sommes très bien placés pour montrer comment les entreprises s'y prennent mal, on n'est pas si bien placés pour s'y prendre très bien nous-mêmes. De sorte qu'il peut y avoir une alliance objective, comme on disait à l'époque, entre une façon ingénierisée d'y aller, s'adressant à des gens qui, en face, ont envie, justement, aussi de l'ingénieriser. Voilà, il y a un pacte qui se fait, moyennant quoi toute la dimension de l'activité, de la subjectivité et de la relation de service passe à l'as. Et elle est sous-traitée à ceux qui traînent dans le coin, qui parlent du coaching, du machin, je sais pas quoi, enfin, vont essayer d'arranger le coup, parce que c'est sorti du champ de ce qui est raisonnable. Et ça, c'est la question de l'immatérialité de la dimension productive. Dans le service, je disais donc, l'innovation organisationnelle précède l'innovation produit, je n'insiste pas. Donc la place du travail devient plus stratégique dans les questions d'innovation. L'enjeu ici, c'est donc que les disciplines de la conception doivent bouger du côté des disciplines du travail. Or, le cœur, le centre de gravité des disciplines de la conception, ce n'est pas les disciplines du travail. Et c'est pareil pour le management. Le management reste fondamentalement une ingénierie, c'est-à-dire le manager est un ingénieur, alors qu'il s'agit justement que le manager déplace son centre de gravité de compétences vers du côté des disciplines du travail. C'est vraiment le cas. Et donc, on a l'enjeu ici d'une évolution vers un management de la ressource que j'évoquais tout à l'heure. Tout ceci donc nous amène à réfléchir à un changement de modèle du travail. Alors, là encore, comme je l'ai déjà évoqué, je peux aller un peu plus vite. Il y a l'idée que dans l'économie du service, il y a deux dimensions. Celle de la prestation, donc qui renvoie à des dimensions stabilisées, standardisables, qui, elles, vont pouvoir reconvoquer des modalités de type industriel que les entreprises connaissent par cœur, parce que c'est ça qu'elles maîtrisent, c'est de ça qu'elles sont faites, c'est leur histoire. Et donc là, elles se retrouvent chez elles, c'est-à-dire que ce qui, dans l'innovation servicielle, vient les bousculer, en partie équilibré, compensé, par une dérive du service du côté de la prestation, dans lequel on s'en sort. Ceci dit, on s'en sort, c'est vite dit, hein. C'est tout le problème des centres d'appel. On va du côté de la prestation, mais n'empêche qu'au bout du fil, c'est de la relation. Et si on veut mettre que de la prestation au bout du fil, ça cogne. Et le standardiste, soit il faut qu'il n'écoute pas, et c'est difficile, parce qu'à ce moment-là, le client il peut s'en aller. Et si on commence à rentrer dans l'écoute, paf, on fait exploser les délais, les temps, enfin tout saute. Et on sort du script, et enfin, c'est-à-dire que tout le machin qui était mis en place pour tenir le cadre, le standard, bing, explose d'un coup, parce que dès que quelqu'un rentre, ça ne marche plus. Parce qu'il y a de la subjectivité qui se met dans les tuyaux, et la subjectivité n'est pas soluble dans l'ingénierie. Donc on voit bien que la tension a été, théoriquement, elle est arbitrée par un choix de type industrialiste vers la prestation, mais à un moment donné, il y a un réel qui se donne à voir,
qui, soit si on y va trop dans le côté industriel, le client s'en va, parce qu'on ne lui parle pas, soit si on ne veut pas le perdre, il faut donc l'écouter, mais à ce moment-là, il y a une hétérogénéisation de la logique de la prestation par la rentrée en puissance de la dimension de la relation. Donc un des points pour nous, dans nos capacités d'analyse à nous, du travail, c'est de rendre compte, dans le travail réel, de ce qui relève de sources de la prescription, qui embarquent d'un côté dans un dispositif de modèle économique de la prestation, et de l'autre fait écho à un modèle économique de la relation. Il faut pouvoir les relier à ça. C'est pour ça qu'à ce moment-là, il y a un enjeu de compétence des gens comme nous, à pouvoir remonter sur les modèles économiques qui soutiennent des modalités de la prescription, qui sinon ne sont pas compréhensibles dans leurs différences. Et souvent, ce que ça suppose, c'est qu'on les remonte. Parce qu'au niveau des directions, ce n'est pas pensé du tout ça, que ce soit aussi hétérogène. L'idée, c'est, il n'y a pas de raison, on fait les deux. Il n'y a pas de problème. Et ce qui est souvent vécu dans les directions comme un conflit des anciens et des modernes, les anciens, ils ne veulent pas. Et les modernes, ils aiment bien. En réalité, c'est un problème du rapport au client. Le client, qu'est-ce qu'on lui fait? On lui fourgue la camelote ou bien on l'écoute dans un sens du service? Autrement dit, ce n'est pas une question des anciens et des modernes, c'est une question dans le moderne de la compréhension d'une complexité qui fait écho à des histoires anciennes qui ne sont pas mortes, au motif que la technique aurait déclassé, soi-disant, les situations passées, mais que les anciens ont connues et sur lesquelles ils ont justement une expertise. Ça, c'est notre boulot à nous. De sortir des rivalités quasiment tribales entre les vieux et les jeunes, les anciens et les modernes, la direction et les syndicats, parce que ça revient à ça, pour montrer comment, dans le moderne, les questions ne sont pas réglées, elles sont rejouées. Et là, on retrouve le caractère pérenne et fondateur de la phrase donc, décisive de Jacques Durafour, dans laquelle, justement, c'est dans les situations de travail les plus humbles qu'on retrouve rejouer les arbitrages que l'on croyait avoir réglés en haut. Voilà. Les tensions ne sont jamais dénouées, elles se promènent. Et plus elles descendent, plus elles s'intensifient, et plus elles deviennent précisément difficiles à dénouer, parce que là, il faut y aller, quoi. Alors qu'au-dessus, d'une certaine façon, on les transmet. Donc là, c'est la question de l'hétérogénéité croissante, des tensions croissantes entre les logiques opérationnelles, qui renvoie à la question de la prestation ou à la question de la relation. Deuxièmement, la montée de la dynamique servicielle, c'est que l'espace de l'activité déborde l'endroit où on se trouve. Parce que dans une relation de service, l'interlocuteur, c'est un autre. C'est-à-dire c'est un citoyen, c'est une personne. Et donc, entre dans le périmètre de l'activité des dimensions qui s'appellent la culture, qui s'appellent la civilité, qui s'appellent la morale, qui s'appellent le vivre ensemble, qui s'appellent l'éthique. Et que ce sont des dimensions qui sont inéliminables de la rencontre, parce que sinon il n'y a pas de rencontre. Et tout ceci se passe enfin dans un territoire habité. C'est là, c'est pas là-bas. Autrement dit, il y a une façon de s'inscrire dans le temps et dans l'espace réel. Et que c'est un acte économique, ça, d'ailleurs, sur lequel l'entreprise construit sa réputation. Le fait qu'on y va, qu'on y retourne, qu'on la croit, qu'on y est fidèle ou pas. Et ça se joue par des gestes très simples, du facteur, de la caissière au supermarché, du médecin, voilà. C'est-à-dire dans des relations qui sont incarnées dans des corps, et qui sont donc l'expression même de l'intersubjectivité. Et ça, évidemment, ça change énormément l'espace d'évaluation d'efficacité. Ça va être la dimension du développement durable qui prend racine là, dans l'activité la plus humble. Et enfin, donc, l'idée, c'est que dans l'économie de service, l'intersubjectivité est au cœur donc, des questions d'organisation. Et donc, on a une hétérogénéisation des registres dans l'analyse. C'est-à-dire qu'on n'a pas simplement la question de l'hétérogène, on a la question de l'hétéronomie, de la façon dont les gens ont la main ou pas sur ce qu'elles font, des conflits de valeurs, des conflits de normes. Voilà. Et que ceci est un enjeu de réglage dans l'activité. Ce n'est pas nouveau. Quelqu'un qui monte une porte sur une voiture, il a aussi ça. Mais c'est d'une manière plus
avec plus d'intermédiaires. Là, c'est frontal, c'est quelqu'un en face de moi. Et dans la façon, voilà, de lui parler, de l'adresser, de l'écouter, j'ai un réglage entre ce que l'entreprise me commanderait de faire, entre y aller assez, mais pas trop loin, parce que quand même, et puis quelqu'un qui, parce que c'est quelqu'un, appelle des réglages singuliers, ad hoc, qui convoquent une compétence qui déborde la prescription, je dirais, formelle. Cette hétérogénéisation des registres ressente l'analyse ergonomique sur la question de l'hétéronomie. Or, il faut bien en convenir, en tout cas c'est comme ça que je regarde les choses, massivement l'ergonomie passe à côté de cette affaire. Elle s'intéresse à des questions qui relèvent de l'adéquation fonctionnelle, pas suffisamment à la question de l'accession au sens, c'est-à-dire à ce qui fait sens pour les gens, et pas simplement à la question de ce qu'ils peuvent, mais aussi de ce qu'ils veulent. Et du fait qu'ils ne peuvent pas, parce qu'ils ne le veulent pas, et qu'ils ne le veulent pas parce que ça fait offense à des dimensions dans lesquelles ils ont besoin de s'inscrire pour pouvoir s'engager. Et que ces affaires-là font partie du travail. Et beaucoup plus quand on est dans l'intersubjectivité que quand celle-ci est plus à distance, où c'est quand même présent, bien entendu. Mais il y a des espaces de régulation et de médiation qui donnent d'autres moyens de s'en sortir. Ça nous appelle, ce faisant donc, nous, à repenser nos façons d'y aller. Il n'y a rien de plus dangereux, de mon point de vue, à penser la crise comme concernant un monde dans lequel on ne serait pas. Nous, on ne serait pas en crise du tout, nous. La crise, c'est eux. Alors, on regarde de notre perchoir un monde qui ne va pas bien, mais nous, ça va. Et si ça va mal, c'est à cause de lui, c'est pas à nous. Nous, on est tout à fait au clair. C'est exactement comme dans beaucoup de boîtes, hein. On voit les managers parler des problèmes des autres, mais eux, ils ne sont pas dans le coup. Ils voient des problèmes dans leurs équipes, mais ce n'est pas eux. Ils voient des problèmes dans l'entreprise, ce n'est pas eux. C'est toujours à côté. C'est la façon de se sentir ou pas interpellé dans les questions du monde. Eh bien, il y a donc des interpellations ergonomiques qui sont, me semble-t-il, à souligner en résonance avec ces affaires-là. La chose à partir de laquelle il faut partir, je pense, c'est de dire que l'activité de travail, ce faisant, est en même temps ce qu'il est le plus urgent de mieux comprendre, du fait même justement de son invisibilité, de son immatérialité, et ce qu'il est plus que jamais difficile de connaître. Donc on est sur quelque chose qui augmente en tension. Il y a une convocation, il y a une actualité de cette question-là. Il ne s'est absolument pas dégradé, au contraire, je dirais qu'elle monte, mais il y a une difficulté plus grande de le faire. Et on ne s'en sort pas en disant il suffit de faire l'analyse du travail. Oui, bien sûr, mais comment? Car précisément, le travail réel dont nous parlons est de moins en moins observable. Ce n'est pas nouveau que le travail n'est pas un observable, au sens où que l'activité n'est pas un observable. Mais c'est encore plus vrai maintenant. Car les traces observables de l'activité, quand elle se déploie dans la dynamique immatérielle, sont encore plus difficiles que quand elle se déploie quand même dans des registres où la matérialité donne des échos, des repères, des rencontres, qui, comme les cailloux du petit poucet, disent « ça se passait par là, quoi. Il est passé par là ». Dans les activités intersubjectives, c'est très difficile de s'appuyer sur les mêmes témoignages, manifestations observables ou audibles de l'activité, parce qu'elle est de plus en plus, je dirais, mentalisée, intériorisée, vécue dans le registre de l'affect, et donc de la dimension où la subjectivité ne porte pas témoignage d'elle-même dans les mêmes registres d'expression qu'avant. Donc on a bien à la fois la nécessité de mieux comprendre l'activité et une plus grande difficulté à le faire. Donc ça concerne les lieux d'enseignement comme ici, ou bien, qu'est-ce qu'on fait, nous, avec ça? Comment on fait vivre ça? Et puis, dans les métiers qu'on a les uns et les autres, quand on intervient, comment on s'y prend? On ne peut pas s'en tenir simplement à respecter l'analyse canonique, quoi. Ça ne veut rien dire. Et pourtant, c'est bien de ça qu'il s'agit, de découvrir les moyens d'une analyse qui attrape ce qu'elle cherche. Et qui donc doit se reposer la question de qu'est-ce qu'elle cherche pour l'attraper. Alors, ceci est en rapport avec
la question d'un management qui a besoin de ça. Parce que le management, si on pose qu'il doit évoluer vers un management de la ressource, on voit bien que ce qui va se jouer, c'est sa capacité à accéder à la fameuse activité. Donc cette activité-là, si on n'est pas capable de lui donner cet accès, le management de la ressource, c'est un mot. Il ne saura pas le faire. Et là, c'est toute la question de ce qui doit se trouver mis en place dans les entreprises autour d'une nouvelle stratégie de l'écoute. C'est quoi? La question des groupes de pairs. Comment le management est mis en situation d'élaborer une pensée. Et que l'idée, c'est que les évolutions efficaces du management, ce n'est pas tellement dans le perfectionnement de l'outil technique de gestion. Il y a des choses. Mais l'outil technique de gestion ne fait que raffiner dans un dispositif qui a besoin de calculer. Or, on est fondamentalement sur des affaires qui, justement, échappent à une certaine dimension du calcul. Donc, on raffinera à l'infini la capacité d'un calcul d'un incalculable. Quelque part, on organise la frustration. Donc, l'enjeu, c'est soit c'est une limite intrinsèque de la gestion, soit c'est une limite intrinsèque d'une modalité de la gestion qui s'est laissée enfermer dans le calcul et qui ne peut s'en sortir que par l'accession à une pensée. Ce que nous, on appelle le développement d'une doctrine. Ça passe par des groupes de pairs capables d'élaborer, à partir d'une expérience, des référentiels partagés sur qu'est-ce que ça raconte et qu'est-ce qu'on en fait et comment on s'y prend. Ça suppose donc une évolution scientifique et méthodologique qui passe par une mise en place des sciences du travail plus centrales dans les dispositifs de description et d'analyse de la création de valeur. C'est un enjeu pour les écoles de gestion. Je fais ça autant que je peux, à l'endroit où je vais. Mais pas que dans les écoles, c'est aussi un enjeu dans les interventions qu'on fait dans les séminaires de management. Voilà. Enfin, là, il y a vraiment un vrai boulot à faire. Et ça fait écho, hein, parce que les gens, ils sont tout à fait... ils voient bien de quoi on parle. Et simplement, il faut pouvoir leur donner autre chose que de Yaka Faucon, parce que ça ne se fait pas tout seul, évidemment. Ça appelle, dans les disciplines du travail, à replacer plus au centre celles qui attrapent le travail par l'activité et pas simplement par l'emploi. Et ça, c'est un autre boulot. Et enfin, ça appelle, dans celles qui attrapent le travail par l'activité, à mettre en place celles qui y vont par la question de la subjectivité. C'est la question de la clinique. Alors, comme vous voyez venir, évidemment, je plaide pour ça. C'est pas obligé que ce soit la seule façon, hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il me semble que ce qui se joue là, c'est une perspective, une dynamique générale dans laquelle j'essaye de tenir ma place. Je ne suis pas du tout dans l'idée que c'est la seule manière et que le reste, c'est... Il y a donc de la diversité acceptable, mais il faut que la diversité ait lieu, c'est-à-dire que ça aussi s'entende. Voilà. Et je pense qu'un des rôles, alors pour le coup, des communautés comme la CEF, dont il se trouve qu'en ce moment je suis le président, ça ne dure pas évidemment, eh bien, on fasse en sorte, autant qu'il est possible, que le débat ait lieu, que les choses se disent, qu'on ne se cache pas derrière son petit doigt, voilà, qu'on fasse vivre les questions que ça pose, parce que ça en pose beaucoup, peut-être plus encore que ça n'y répond à d'autres. Puis évidemment, il y a un effet réflexif sur tout ça, comme dans tous les schémas, il faut que ça boucle, donc je ne vais pas résister. Ça nous amène très rapidement un petit coup de zoom sur la question de la santé. Vous avez vu que moi, je suis arrivé dans cette affaire-là presque en ne parlant pas de la question de la santé. C'est pas que ça ne m'intéresse pas, évidemment. Mais c'est pour essayer de provoquer un effet de déplacement du regard qu'on a sur l'ergonomie, qui est généralement très coincé dans une question de santé, et d'ailleurs dans une manière de la question de santé. Mais évidemment, ça ne voudrait rien dire de la lâcher. Je dirais que la question de santé, justement, est à reprendre en tant que question de stratégie d'organisation aussi. Donc c'est le rapport de santé à activité qui me semble important à reprendre. Alors, revenir sur cette idée. La santé, c'est d'abord une raison d'agir. C'est agir sainement. Moi, j'aime beaucoup toujours ceux qui m'ont déjà entendu m'entendre radoter là, mais l'adjectif est plus intéressant que le substantif. Parce que le substantif santé, d'une certaine manière, il est un peu escoté par la médecine.
Alors que l'adjectif sain, c'est ouvert. On sent bien que sain, c'est pas médical. C'est pas le contraire non plus, mais c'est pas médical. C'est plus vaste. Donc la santé, c'est ce qui fait du bien. C'est le fait que ça fait du bien. C'est que c'est sain. Donc c'est une raison d'agir, la santé. Une raison d'agir. C'est pas seulement une condition, c'est une raison. Donc on agit pour que ça fasse du bien, pour que ce soit sain, que ça fasse du bien, alors, à soi et aux autres, au monde, à l'entreprise, à la société, à tout le monde. Quand ça fait du bien à tout le monde, l'évaluation est assez facile. Quand ça fait du bien à personne, c'est facile aussi. La difficulté, évidemment, c'est qu'il y a des fois, ça fait du bien à l'un, mais pas à l'autre. Et là, c'est plus compliqué. Ça fait du bien à moi, mais pas à vous. Ou bien à vous, mais pas à moi. Alors, comment on fait? Ou bien à l'entreprise, mais pas complètement. Alors, c'est ces réglages-là. Encore une fois, quand les choses parlent d'une voix, c'est facile, quel que soit ce qui se dit. C'est lorsque les registres, justement, entrent en tension, que s'organise une résonance qui est un peu un couac, qu'il y a convocation de la personne à dire « mais alors, qu'est-ce que c'est ça, ça vaut ou ça vaut pas? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on règle pour que ça finisse par sortir quelque chose qui vaille ?» Alors, ça renvoie donc à des enjeux de normes, c'est-à-dire à des références. Des normes qui sont morales, des normes qui sont culturelles, qui sont scientifiques, qui sont politiques, diverses. C'est-à-dire un dispositif qui renvoie à un système de valeurs. C'est important, parce que la question de la santé, ce n'est pas uniquement une question scientifique, c'est autant une question politique. Et donc, ça nous amène à développer des stratégies de santé. Les enjeux dans les organisations, c'est de développer la capacité qu'on y agisse sainement, avec discernement, c'est-à-dire en faisant attention à. Et avec le souci, non seulement des personnes, mais aussi de l'entreprise, de la société. Il n'y a pas que... Voilà. Et tout ceci est un enjeu du développement durable. C'est là, nous, que nous avons à prendre pied dans cette question qui est immense, immense, du développement durable. C'est-à-dire comment le réglage de l'action a des comptes à rendre, avec des périmètres qui ne sont pas simplement ceux de l'immédiat, mais qui sont aussi les périmètres, ce qu'on appelle les effets médias, c'est-à-dire ce que nous faisons fait ailleurs et demain. Et comment ce périmètre est à entrer dans ce que l'on regarde pour dire ça vaut ou ça vaut pas. Alors c'est compliqué parce que jusqu'où on regarde demain et jusqu'où on regarde ailleurs, si on règle sur l'infini, on va avoir du mal. Il faut donc régler sur des bornes opérables, accessibles. Trop court, on rate tout. Trop loin, c'est des phrases. Convenir ensemble sur le périmètre qu'on va être d'accord de regarder, au-delà duquel on va être d'accord de laisser un peu filer, qui peut d'ailleurs pas changer. C'est un enjeu de management, c'est un enjeu de stratégie d'entreprise. Et c'est un enjeu de l'activité, comment j'y vais avec le client, le patient, l'usager, et jusqu'où. C'est-à-dire, de quoi je m'inquiète, de ce que je fais avec lui, quant à ce que ça fait au-delà de lui, ou sur lui demain, ou sur sa famille, ses voisins et ailleurs. C'est ça la question du développement durable. Comment ce que je fais construit la possibilité de durer dans l'activité. Et qui renvoie évidemment, du côté de ceux qui le font, à la fois à la question de l'âge, comment ce que je fais aujourd'hui construit le moyen de le faire demain, sinon de le faire toujours, de le faire longtemps, ça ne veut pas dire d'ailleurs de le faire comme ça, et comment l'activité construit le moyen de l'activité, sans que ce soit forcément la même. C'est cette pérennisation, cette durabilité de l'activité qui est un enjeu du développement durable, tel que les ergonomes, en l'occurrence, ont la responsabilité de la mettre en scène. Vous voyez que ce n'est pas pareil que ce que l'on appelle habituellement la RSE. Ça ne contredit pas, mais ce n'est pas exactement le même chapitre. Normalement, ça devrait être ce qu'on appelle RH. Il se fait assez rarement ce qu'on appelle RH. Mais voilà, c'est une discussion avec eux. Et dans cette affaire-là, le point qui est important, c'est qu'il y a un changement de paradigme. On n'est pas dans des histoires de rationalité limitée, avec des histoires d'informations imparfaites, on ne pouvait pas, on ne savait pas, etc. Tous ces trucs-là qui sont des espèces d'approches très positivistes et qui passent à côté du fait qu'il y a quelque chose qui s'appelle une décision. C'est-à-dire quelque chose qui est choisi et pas simplement qui est calculé.
Autrement dit, il faut qu'on fasse gaffe à ce que nous faisons, nous, dans les organisations, ne vienne pas soutenir la question de la santé uniquement au motif que le calcul y pousse. De vouloir absolument montrer que c'est efficace. D'être uniquement dans l'idée que ça ne vaut que si on fait la preuve que ça produit. Bien sûr qu'il y a ça. Mais il y a aussi à tenir le fait que ce qui fait que ça vaut participe d'un dispositif de valeur qui lui donne cette qualité de valoir. Le calcul étant le moyen de savoir comment on peut y arriver, si on peut le faire. Mais est premier la dimension de la décision. Ça veut dire qu'il y a comme condition que nous soyons capables d'œuvrer dans une dynamique de remettre de l'institution dans l'organisation. C'est-à-dire de la référence, du repère, un dispositif qui dit le bien et le pas bien, le normal et le pas normal, qui permettent à chacun de sortir d'une situation dans laquelle il serait seul juge, faute de référence, et donc constamment dans la situation de se voir reprocher de l'avoir fait à son seul avantage. C'est qui est le principe même du harcèlement. La question du déficit de dispositif institutionnel est centrale. J'appelle dispositif institutionnel aussi bien un dispositif d'écoute, un dispositif de mesure, un dispositif professionnel, c'est-à-dire ça peut prendre des formes très très diverses, et pour moi, c'est ce que j'ai conscience de favoriser à faire, lorsque dans les organisations où je me trouve, on est très, comment dirais-je, incitateur de mise en place, par exemple, de dispositifs de pairs, comme instance qui permet d'élaborer une doctrine, une pensée partagée sur ce que veut dire manager, sur ce que veut dire faire bien, sur ce que... Voilà. Et que c'est une condition de rétablissement d'une référence consultable et opposable. Ça, non, ça se fait pas. Voilà. Et qui permet qu'on sorte, pour le coup, d'un rapport purement discrétionnaire, du face-à-face, où chacun en juge sur une base inconsultable par l'autre, puisqu'elle n'est que la sienne. Autrement dit, la question de la santé, ce n'est pas simplement un calcul, c'est une décision. Autrement dit, ça relève aussi d'une intelligence politique et d'une doctrine. Nous avons, de mon point de vue, en tant que professionnels des questions du travail, on doit tenir ça aussi. Si on se laisse enfermer dans une compétence qui serait purement dans le registre du calculatoire, au motif de vouloir être une science avec des S partout, eh bien on passe à côté, parce que dans une grande partie des questions émergentes aujourd'hui, elles ne se laissent pas prendre par aucune discipline. Le travail est indisciplinable, il n'y a pas une seule discipline qui s'en saisit, et les expressions aujourd'hui par lesquelles le travail se donne à voir, il y a les expressions, je dirais, pathogènes, pathologiques, RPS jusqu'au suicide, ne peuvent pas être prises par le registre d'aucun canal unique. Ça ne marche pas. Donc il faut les construire. Et ça suppose une doctrine, et pas simplement un dispositif formel. Pour conclure, je vous rassure, tout arrive. Rappelez ceci donc, pour moi, c'est parce qu'il ne sait plus compter que le système de gestion cherche à remettre du contrôle. Ne sachant plus compter, il contrôle. Alors on voit, c'est la tentation dans le service de donner la main plus à la prestation qu'à la relation, parce que la relation, ça échappe un peu, tout en même temps que toutes les organisations savent que c'est dans la qualité de la relation qu'au final se construit la fidélité du client, le fait qu'il va revenir, que la confiance sur la marque, enfin, on le sait. Mais le dispositif formel, il ne sait rien en dire, parce que justement, on ne peut pas prescrire une relation qui fondamentalement relève de l'autonomie. Donc c'est la question de la tension entre la standardisation et la personnalisation. C'est un des enjeux du lean management qui reconnaît et part d'une posture tout à fait anti-taylorienne, à savoir le repérage chez l'opérateur d'une capacité experte, ce qui tourne le dos mécaniquement au modèle taylorien, et qui donc postule au fait que les opérateurs sont détenteurs d'un savoir que leur activité a produit. Et on voit très bien comment les gens du Lean récupèrent tout un vocabulaire qui est exactement le même à virgule près des nôtres, sauf que le contenu n'y est pas. Donc c'est un enjeu d'incompréhension. C'est compliqué à cause de ça, parce que
On parle avec les mêmes schtroumpfs, mais derrière, ce n'est pas les mêmes acteurs. Donc il faut déjà opérer le moyen de se vérifier, car ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'on ne puisse pas se comprendre, mais c'est-à-dire qu'au départ, ce qui est censé être un opérateur d'intelligibilité réciproque est en fait un opérateur concret d'incompréhension. D'où d'ailleurs le sentiment qu'on est à mauvaise foi, les uns ou les autres d'ailleurs, et que ça devient des guerres de religion, ce que c'est parfois. Donc il faut faire attention, et derrière ça il se joue des choses importantes, mais c'est vrai qu'un des points, je vais m'en tenir là aujourd'hui, je vous renvoie, je ne sais pas si vous avez suivi ça, on avait organisé il y a 2 ans maintenant, dans le cadre de la revue Activité, la revue électronique Activité, un colloque sur le Lean, que j'avais donc présidé, qui est sorti donc en texte accessible par Internet, hein, puisque c'est une revue électronique. Je vous y renvoie, où il y avait donc un certain nombre d'interventions sur la façon dont il paraissait que le Lean pose des vraies questions, mais en même temps nous pose des questions. Et la difficulté, c'est effectivement le réglage de la subjectivité. C'est-à-dire que c'est vrai que le Lean demande leur avis aux opérateurs, mais uniquement sur ce qui intéresse directement la production. C'est-à-dire que ce en quoi ça fait écho à ce qu'ils vivent pour eux-mêmes, ça ne rentre pas dans le point 5. Parce que dans les 5 minutes du matin, on n'a pas le temps. Et donc, on ne sait pas envoyer des fiches que le bureau des méthodes vous renvoie pour action, parce que ça ne relève pas de la même dynamique. Donc il y a bien quelque chose qui, comment dirais-je, met en place quelque chose qui, si on durcit un peu le trait, en risquant la polémique, est une instrumentalisation de la subjectivité. Mais il y a bien une reconnaissance qu'elle existe et qu'elle est agissante. Et puis donc la question de la financiarisation dont je parlais tout à l'heure. Je répète, elle n'est pas une cause, elle est rendue possible, ce n'est pas ça qui déclenche ça, mais elle arrive à s'installer que dans un lit vide. Donc, et c'est pour ça qu'elle s'est développée dans des organisations qui avaient perdu la trace du travail dans la création de valeur. Et ceci donc doit fonctionner, de mon point de vue, comme un espèce de rappel à l'ordre, qui consiste à faire en sorte que l'économie s'inscrive sous l'autorité de ce qu'elle accomplit. Elle se doit à ce qu'elle promet. Elle a une dette par rapport à ce qu'elle annonce. Et que si elle s'échappe, si elle s'évade de ça, ça ne va pas. Et l'enjeu de l'activité, c'est de rendre compte comment, dans l'activité, les plans sont reliés entre ce qu'on fait, puis ce que ça fait au monde ordinaire, au monde commun, à la société, à la culture, comment c'est raccord, comment ça fait sens. Autrement dit, comment, dans la façon dont on travaille, on alimente le vivre ensemble, la possibilité de la société de durer, de la santé de se développer. Comment c'est cohérent, ou sur quoi s'organisent des tensions qui deviennent des convocations de l'attention, de la prudence. C'est ça l'enjeu. Et nous avons à rendre compte de la façon dont chacun, dans son activité, s'en dépatouille ou n'y arrive plus, pour, sur cette base, aider les organisations à s'en ressaisir si elles ne le font pas. Et incidemment, le management à s'en inquiéter, puisque c'est son rôle. Relier les plans. Comment ce que je fais là est cohérent avec ce qui se passe à côté et avec ce qu'on annonce que ça veut dire. C'est très compliqué, on le voit bien. Et que le raccordement des plans est un enjeu du sens, c'est-à-dire un enjeu finalement de l'émancipation. C'est la possibilité de raccorder donc le sens au fonctionnement et le stratégique à l'opérationnel. Si on pousse un peu la ligne, je pense qu'on est dans une logique qui consiste à contester la pertinence de la distinction entre l'opérationnel et le stratégique. Puisque ce que nous disons, c'est que dans l'activité, les gens ne font pas que faire quelque chose. À travers quelque chose qu'ils font, c'est au monde qu'ils s'adressent et à eux-mêmes en tant qu'ayant un projet dans le monde. Autrement dit, si on distingue trop le stratégique et l'opérationnel, on perd le stratégique. Et on perd dans l'activité ce qui est au-delà du simple fonctionnement. Et ce qui est justement de l'ordre d'une subjectivation, c'est-à-dire de la capacité du sujet à se développer comme tel, c'est-à-dire à
approfondir et affiner ses capacités à se relier au monde. C'est un enjeu donc dans l'activité, c'est-à-dire que nous soyons capables de rendre compte dans l'activité et dans l'analyse de l'activité. Vous voyez bien que ça suppose que l'analyse d'activité ne soit pas simplement tenue au mode descriptif ou explicatif des dimensions formelles. Je renvoie à la question de la subjectivité. Et ceci, parce que ça ne va pas de soi, c'est à la fois une question de recherche et une question opérationnelle des consultants que nous sommes tous en même temps. Ce n'est pas une question qu'on doit laisser aux amphithéâtres ou au congrès, qui très vite va ressembler finalement à une problématique de la belle âme, bon. Mais bien quelque chose qui doit habiter le cœur du métier. Merci.